Mesdames et messieurs, au nom de la BCN et de sa division Private Banking, j'ai le grand plaisir de vous saluer. J'espère que vous avez passé un magnifique été malgré le contexte particulier. Comme promis aujourd'hui, nous vous proposons une table ronde perspective télévisuelle à défaut de pouvoir organiser notre traditionnel événement. Merci à vous d'avoir répondu à notre sondage autour des placements durables. Nous tenterons ici de répondre aux grandes familles de questions que vous nous avez posées. Vous pouvez le voir sur ce graphique, la thématique de la durabilité est importante pour la très grande majorité d'entre vous, puisque seuls 5% des personnes interrogées n'y sont guère sensibles. Et pour répondre à vos interrogations, deux spécialistes m'accompagnent sur ce plateau. Tout d'abord, Philippe Rollier. Bonjour. Il est responsable de la division Private Banking à la BCN, et à ses côtés, Monsieur Vincent Schferry. Bonjour. Gérant de fonds, bienvenue à vous deux. Avant de prendre les questions de notre public virtuel, peut-être un mot sur l'intérêt autour de ces placements durables, comme on l'a vu dans ce sondage. Comment expliquez-vous cet intérêt ? Eh bien, le boom des placements durables sur les 4 à 5 dernières années est lié à une prise de conscience globale par rapport aux défis sociaux et environnementaux qui nous attendent. Je prends pour exemple des situations de tous les jours où, au niveau privé, on trie ses déchets, on fait attention à son empreinte écologique, on milite pour moins de discrimination, pour plus de transparence de nos politiques, etc. Eh bien, la finance durable, elle s'inscrit en harmonie avec cette évolution de la société, et même particulièrement avec l'accord de Paris sur le climat, l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. Et les investisseurs sont donc sensibles à cette évolution ? Clairement, oui, nous constatons une demande accrue des investisseurs pour des investissements durables. Les motivations des investisseurs sont diverses. On recherche à aligner son portefeuille avec ses valeurs personnelles ou celles d'une institution, un fonds de pension ou une assurance par exemple. On souhaite donner un sens aux investissements en contribuant au changement vers un monde meilleur, ou on vise d'améliorer la gestion du risque. Les risques ESG font maintenant partie intégrante de l'analyse financière. Et s'ils sont bien gérés, les risques financiers devraient l'être aussi. Tout ceci devrait finalement déboucher sur une amélioration du rendement à long terme en investissant dans des thématiques porteuses. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même un peu dans un effet de mode aujourd'hui ? Alors c'est vrai que les placements durables, on le vend en poupe. Et ils ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, comme on peut le voir sur le graphique de Swiss Sustainable Finance, qui s'affiche sur l'écran. Pour autant, je ne parlerai pas d'effet de mode. En effet, une mode est éphémère. Elle naît, se fane et disparaît. Par contre, je ne vois pas la finance durable disparaître rapidement, tellement elle est incontournable actuellement et ancrée dans le paysage. Pour la durabilité, je parlerai plutôt d'une tendance structurelle forte sur le long terme. Il faut savoir que les placements durables sont apparus en Suisse il y a déjà plus de 20 ans. D'un produit de niche au départ, l'offre s'est considérablement étoffée au cours des ans et couvre aujourd'hui l'ensemble des classes d'actifs, des styles de gestion et des géographies. Aujourd'hui, plus de 25% des actifs gérés à travers le monde le sont selon une approche durable. Et ce ratio atteint, et c'est très réjouissant, 33% en Suisse. On l'a vu dans notre sondage, le public s'interroge sur la définition des placements durables et c'est normal. Alors messieurs, que trouve-t-on derrière ce terme durabilité ? Il n'y a pas, en l'état actuel, une définition unique ou un label universel pour la finance durable. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens. Je mentionnerai ici l'Union européenne qui planche actuellement sur un projet pour créer un standard applicable à la finance durable. Mais le chemin sera long. Par contre, la plupart des définitions convergent sur deux points principaux. Tout d'abord, la finance durable a une vision à long terme. Elle est intergénérationnelle. Elle a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Deuxièmement, la finance durable intègre à l'analyse financière une dimension environnementale, sociétale et de gouvernance. Ce sont les trois piliers qui forment la durabilité et c'est pourquoi nous parlons d'ESG.
ESG, Philippe a déjà mentionné ce terme tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Très bonne question, Marie-Laure. En effet, ESG est un acronyme. Le E représente l'aspect environnemental, comme l'efficience énergétique des entreprises. Le S représente l'aspect sociétal, comme les conditions de travail ou les relations avec les fournisseurs. Et le G représente la bonne gouvernance d'entreprise, comme le pourcentage de femmes dans les instances dirigeantes ou dans les conseils d'administration. Donc la finance durable, c'est plus que de l'écologie. Oui, c'est tout à fait juste. Il faut faire attention aux idées reçues. La durabilité prend en compte l'écologie, mais pas seulement. Pour exemple, si une entreprise produit des éoliennes, mais qu'elle le fait sans prendre en compte la santé et la sécurité de ses collaborateurs, sa note ESG ne sera pas bonne. La finance durable intègre en plus de l'écologie le modèle de gestion et le mode de fonctionnement des entreprises. On peut ainsi voir la durabilité comme un prolongement de la finance traditionnelle, alors qu'historiquement, elle se concentrait sur deux dimensions, le risque et la rentabilité. Désormais, on y ajoute la prise en compte des critères dits ESG. Les investissements durables visent bien à générer un rendement non seulement financier, mais également écologique et social. Merci. Nous allons prendre maintenant une première question de notre public en vidéo. Ils ont sans doute le vent en poupe, mais c'est dans la sélection de ces placements que cela se joue. Comment faire la distinction entre les entreprises sérieuses, durables dans le temps, et celles qui exploitent le créneau sans assurer la viabilité de leurs activités? En d'autres termes, lors de notre sondage, la question des labels et de qui contrôle les entreprises a fréquemment été posée. Alors, comment naviguer dans cette jungle, si vous me permettez l'expression? On l'a déjà mentionné, il n'existe effectivement pas de standard ou de label universel. Je vous rejoins donc sur ce point, Marie-Laure. C'est un petit peu la jungle des consultants. Il existe une dizaine de prestataires, de fournisseurs de notes ESG, et chacun a développé sa propre approche de la durabilité avec des résultats qui peuvent être très différents. En effet, il n'est pas rare qu'une entreprise soit extrêmement bien notée par un prestataire et très mal notée par un autre. Mais comment est-ce possible alors, cette différence de notation? Parce que la durabilité est un sujet complexe et on ne peut pas le résumer en un seul chiffre. Pour mesurer la durabilité, il faut faire des jugements. Et c'est là toute la difficulté. Nous avons en effet tous notre propre concept de la durabilité selon nos visions personnelles ou notre vision de ce qui est éthique. On pourrait rêver de tracer une ligne rouge valable pour tout le monde. Mais c'est quasiment impossible, il y aura toujours des désaccords. À titre d'exemple, est-ce qu'une obligation verte qui va servir à financer un parc d'éoliennes peut toujours être considérée comme verte et durable si cette émission provient d'un grand groupe pétrolier? Cette question, et il y en a bien d'autres, divise actuellement le secteur. Effectivement, ce n'est pas facile de s'y retrouver dans ce dédale de prestataires. Alors, sur quel guide s'est porté le choix de la BCN au final? Il existe de nombreux labels et certificats qui sont délivrés par une dizaine de fournisseurs ESG. Le plus important est de définir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi en tant qu'investisseur ou pour l'institution que je représente et ensuite de choisir quel prestataire correspond à ma vision de l'ESG. À la BCN, nous avons choisi de travailler avec MSCI qui s'est établi comme le fournisseur leader de la classification ESG. MSCI se base sur plus de 40 ans d'expérience et passe sous revue une centaine de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI utilise également l'intelligence artificielle couplée à l'expertise de plus de 200 analystes pour traiter l'information ESG et classifier les entreprises sur une échelle allant de AAA à CCC. Chaque fonds de placement, chaque entreprise est passée au crible et une note lui est attribuée. Cette note peut être considérée comme un indicateur fiable. Maintenant, je vous propose de nous intéresser aux filtres propres appliqués par chaque établissement avec cette nouvelle question en vidéo. Comment la BCN applique-t-elle les critères de durabilité dans son environnement de placement?
Vincent, en quelque sorte, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail au quotidien, cette approche durable BCN? Avec plaisir. À la BCN, le filtre durable s'applique systématiquement sur chacun de nos investissements. On s'appuie sur l'expertise MSCI, comme l'a décrit Philippe, mais pas seulement. Nous avons également développé notre propre système de la durabilité qui s'articule autour de 4 piliers et qui prend en compte 4 des 6 principales méthodes de la finance durable. Je vous coupe, je vous propose qu'on les affiche directement à l'écran derrière nous, ces 4 piliers, et que vous nous expliquiez ou réexpliquiez cette notation. Volontiers. La note ESG nous est donc fournie par MSCI. Cette note reflète la capacité des entreprises à répondre aux pressions ESG propres à leur industrie. Ici, nous effectuons ce que l'on appelle une sélection positive et nous allons sélectionner, identifier les meilleurs élèves de chaque industrie. Nous avons choisi cette approche car elle incite les entreprises, les mauvais élèves surtout, à s'améliorer et à être plus responsables pour entrer dans l'univers de placement. Et à la BCN, nous excluons de manière systématique toutes les entreprises qui ont une note inférieure à double B. Pour le deuxième pilier, on voit ce feu rouge. Qu'est-ce qu'il signifie alors? Alors, ce feu rouge représente le degré de controverse. Une controverse étant un sujet brûlant d'actualité, comme un scandale de corruption ou autre, qui pourrait, à terme, remettre en cause la réputation et la note ESG d'une entreprise. À la BCN, nous excluons toutes les entreprises qui sont au feu rouge, donc avec un niveau de controverse élevé. Et est-ce qu'il y a des domaines qui sont systématiquement exclus de l'univers de placement? Effectivement, nous savons que certains secteurs sont particulièrement nocifs pour la santé, le bien-être ou l'environnement. À la BCN, nous excluons donc de manière systématique tous les secteurs qui sont liés aux armes controversées. Nous sommes également très attentifs au secteur du tabac, de l'alcool, de l'énergie fossile, de l'énergie nucléaire, de la pornographie ou des jeux d'argent. Pour ces secteurs, nous avons par contre une approche plus pragmatique et nous conservons une marge de manœuvre. Est-ce que vous auriez un exemple pour que l'on comprenne bien cette marge de manœuvre dont vous parlez? Volontiers. La Suisse est le pays du chocolat et de nombreuses entreprises qui produisent du chocolat vont utiliser un peu de kirsch ou de cognac pour agrémenter leurs recettes. Avec une approche stricte, ces entreprises devraient être exclues de l'univers d'investissement. Mais cette exposition est minime et le bon sens nous indique que ce n'est pas une raison suffisante pour les exclure de manière stricte de notre univers d'investissement. Donc on a vu les 3 premiers piliers, on va s'intéresser au 4e, cette urne, qu'est-ce qu'elle signifie en termes de durabilité? Alors la Suisse connaît la valeur de la démocratie et la durabilité, elle aussi, passe par les urnes. Nos droits de vote sont donc systématiquement utilisés lors des assemblées générales pour promouvoir une bonne gouvernance d'entreprise. Vous avez donc présenté l'approche durable à la mode BCN. C'est un joli concept sur le papier, messieurs, mais dans la réalité, comment s'applique-t-il au fonds BCN et surtout avec quels résultats? À la BCN, la durabilité n'est pas seulement un nom sur le papier ou un outil marketing. Cette approche délivre des résultats tangibles. Les résultats des fonds gérés par la BCN sont très encourageants et je dois dire que l'on est très heureux du résultat et de l'impact positif de ces derniers. Si on compare les fonds BCN avec l'ensemble des fonds d'investissement qui existent sur la planète, nos 3 fonds, Action Suisse, Équilibré et Revenu, se classent parmi les 15% des fonds les plus durables. Cet effort de durabilité peut être très concrètement illustré par l'empreinte carbone des fonds BCN, comme on le voit sur l'image qui s'affiche derrière moi. L'empreinte carbone des fonds BCN est inférieure de moitié à celle des fonds similaires et même de 2/3 à celle de l'indice MSCI Monde, qui est l'indice de référence pour les actions globales. Nous ne pouvions pas clore cette présentation sans parler performance. Voici le résultat de notre sondage, plus indicatif que représentatif. On voit quand même une tendance favorable. Alors, messieurs, que peut-on dire aujourd'hui sur le couple durabilité-performance? C'est une question difficile, car la performance dépend d'abord et surtout
de la stratégie d'investissement retenue. Dans l'ensemble, la plupart des études convergent cependant sur le point que les fonds ESG ont une performance peu ou prou similaire avec celle du marché. Un point ressort cependant. Pour une performance égale, la volatilité est inférieure, ce qui est clairement positif. On l'a encore vu récemment lors de la crise liée au Covid-19, les entreprises ayant une très bonne note ESG ont beaucoup mieux résisté que leurs pairs. Probablement, c'est lié au fait que ces entreprises étaient mieux préparées à une pandémie, avec un plus grand respect de la sécurité de leurs employés et une meilleure gestion de leurs relations avec les fournisseurs. C'est le fameux S de notre ESG. Cependant, il ne faut pas oublier que certains fonds ESG ont également profité de l'exclusion de certains secteurs, comme l'énergie ou les transports aériens, qui ont été brutalement sanctionnés par le marché lors de cette crise. Il nous faudra donc un peu plus de recul pour juger si cette performance est durable ou pas. Si en termes de performance, donc, on voit cette bonne résistance, notamment lors de la crise, les fonds durables présentent-ils peut-être d'autres avantages ? Oui, la prise en compte des principes ESG dans la construction d'un portefeuille est un avantage en matière de gestion du risque et donc de performance ajustée au risque. Les critères ESG font aujourd'hui partie intégrante de l'évaluation d'un actif. Ne pas les reconnaître serait occulter une partie des risques. Sur le long terme, à la BCN, nous sommes convaincus du potentiel supérieur des stratégies durables. Les risques sont plus faibles pour une entreprise qui a proactivement décidé d'y répondre et le potentiel plus grand pour une entreprise qui répond à des tendances structurelles fortes sur le long terme. Et c'est pour ces raisons que tous nos fonds BCN sont durables. Évidemment, nous avons aujourd'hui survolé ces questions passionnantes grâce à Philippe Rollier et Vincent Cheveri. Merci messieurs. Avec plaisir. Si ces thématiques vous intéressent, nos spécialistes de l'asset management et nos conseillers private banking sont à votre disposition pour échanger et discuter de ces points. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle rencontre perspective. Très belle fin de semaine à toutes et tous.